Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau talk, cette nouvelle interview The Product Crew dédiée à l'expérience de Boris, cofondateur et CEO du Wagon, depuis bientôt plus de 10 ans, je crois, Boris, Ouais, ça fait 10 ans là. dans le monde, dans le monde de l'EdTech. Je vous invite à nous dire ce que vous faites, qui vous êtes, histoire de commencer. De faire un peu connaissance. Voilà, c'est un talk qui va être un peu sous forme d'interview où l'idée c'est voilà, de recueillir un peu l'expérience de Boris et puis de poser un peu toutes les questions qui peuvent venir en tête. On va être un peu focus sur des questions entrepreneuriales avoir une espèce de filtre, un regard un peu produit et tech sur ces questions entrepreneuriales. Donc là, ça continue d'arriver. Merci Boris, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Euh, la raison pour laquelle je voulais t'interviewer en particulier, enfin, il y a deux raisons. La Parce qu'on s'est première, c'est croisés, que qu'on s'est croisés dans la rue il y a 3 semaines déjà. C'est la première ouais, raison. exactement, on s'est croisés dans la rue, on se croise souvent dans la rue, vu qu'on habite les mêmes quartiers. Mais aussi parce que moi-même, je suis passé par le wagon et que je trouve que le modèle est assez canon depuis les débuts. Assez curieux et même moi-même, j'ai pas mal de questions. La deuxième raison, c'est que nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises tech qui ont un regard maintenant, enfin une vision très rentabilité des choses en 2023-2024, qui vise toute la rentabilité, qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, par ricochet, beaucoup de monde dans la commune se pose des questions et c'est l'occasion d'y répondre. Donc bonjour à tous, bonjour à tous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Boris durant ce talk. Hop, je vais arrêter ce partage. Donc bienvenue Boris, merci d'être là. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter, nous dire qui t'es, quoi. Ouais, bien sûr. Je m'appelle Boris Paillard, je suis le CEO et un des cofondateurs du Wagon. J'ai lancé le Wagon, comme tu disais, il y a plus de 10 ans. C'est une éducation qui est spécialisée dans les formations intensives. On forme aux nouveaux métiers de la tech. Donc, on forme des développeurs web, on forme des data scientists, on forme des data analysts, on forme des product managers. On fait ça depuis plus de 10 ans et on a ces formats assez particuliers qui durent 2 mois à temps plein ou 6 mois à temps partiel, qui maintenant s'appellent, enfin, tout le monde les appelle un peu des bootcamps, c'est un peu le mot marketing à l'époque qui est resté depuis. Donc, on est un peu les Ouais, spécialistes de ces bootcamps depuis 10 ans. On est un des premiers acteurs à le faire en Europe. Ça ouais, vous avez fait- été le premier en France là-dedans. Ouais, je pense qu'il y avait Irona qui se lançait en Espagne à peu près en même temps. Et c'était Ouais, aussi le début de l'école 42. Donc, il y avait quand même tu vois, tout ce démarrage, cet entrain pour le code, au-delà des profils techniques, un truc qui devenait un petit peu accessible à des profils business ou un peu à tout le monde. On est vraiment dans cette trajectoire-là il y a 10 ans. Donc, on était le premier acteur en Europe. Et là, aujourd'hui, on est un des plus gros acteurs au monde sur ce marché. On a formé 26 ah, 000 personnes. Voilà, ouais. et dans les classements, on est toujours souvent en première position dans les classements qui existent sur SwitchUp ou Course Report, toutes ces plateformes de notation. Voilà. 26 000 personnes, c'est fou, quoi. C'est fou. Je crois que tu viens du monde de la finance, Boris. Rien à voir. Comment est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer le wagon et surtout à le créer avec ton frère et avec Sébastien? Ouais. Euh, En fait, moi, au départ, j'ai fait une grande école, une école d'ingénieur. Je faisais beaucoup de maths. Je me posais pas trop de Ouais. questions. J'aimais bien les maths, donc j'étais un petit peu en mode, tu vois, continuation d'une classe prépa à faire des petits modèles de maths au tableau. J'ai fini par bosser dans une salle des marchés comme beaucoup de gens à cette époque-là, sans me poser trop de questions si ça me plaisait, si je trouvais que c'était assez généraliste, si j'avais un impact sur le monde. Moi, j'étais un peu dans cette continuité très scolaire. Et en fait, assez vite, je me suis retrouvé, j'avais une bonne équipe, j'étais bien payé, mais dans un truc où j'avais pas envie de faire des maths toute ma vie et du calcul stochastique. Donc j'étais là, bah, j'ai envie de, j'aime bien le design, j'aime bien le copywriting, j'aime bien plein de choses. J'ai envie de lancer des projets.
Et j'avais tout un tas de potes d'école et aussi mon frère, donc des amis communs, qui étaient un peu dans les mêmes volontés d'entreprendre, de lancer des choses. Et moi, mon réflexe que j'ai eu à ce moment-là, c'est de me dire, bah, je veux éventuellement lancer ma boîte ou bosser dans la tech, en tout cas quelque chose de plus créatif où je vois plus l'impact que je peux avoir sur les gens via des produits. Donc, comment je vais faire? Je vais me former au développement web. Je vais apprendre à développer des produits. C'est comme ça que j'ai vu le truc. Comme beaucoup de nos élèves aujourd'hui qui voient ça comme une façon de changer de carrière. Comme un Et donc, je tremplin me suis vers la formé. tech, ouais. Ça m'a mis presque 2 ans, tu vois. J'avais fait des tutoriels. J'avais un ami qui faisait du Rails qui me coachait. Donc, j'ai mis presque 2 ans à apprendre. Et en apprenant, c'était en parallèle de mon travail chez HSBC. Je faisais ça le soir, le week-end. Et en fait, en apprenant, je me suis dit, bah, il y a moyen d'enseigner ça en 2 mois de façon hyper actionnable. Il y avait les premiers bootcamps aux US. Je commençais à regarder des modèles éducatifs nouveaux. Et moi, j'ai toujours aimé enseigner. Donc, j'ai commencé à faire un premier programme. J'ai enseigné à mes potes qui étaient au chômage. Donc, on était en coloc. Je commençais à tester ma pédagogie. Et puis, petit à petit, des cours du soir avec, tu vois, dans des accélérateurs, dans des écoles de commerce pour tester un petit peu l'appétence. Et puis, ça s'est fait un peu comme ça progressivement jusqu'à ce qu'on lance notre première formation en janvier 2014. Voilà. Et puis mon frère, il était chaud aussi pour entreprendre. Lui, il avait la frustration du profil avocat qui veut entreprendre mais qui ne se sent pas technique. Donc ça Ouais. faisait vachement de résonance par rapport à son profil. On se connaissait très bien puisque c'est mon frère. Et très vite, on cherchait un troisième larron très technique parce que moi, je me sentais très pédagogue mais pas forcément légitime dans une connaissance Ouais. profonde de la programmation, tu vois, des enjeux de, je sais pas, de pas partager une clé d'API quand tu pushes sur GitHub. Enfin, je dis ça maintenant comme ça, mais c'est des trucs à l'époque, tu vois, il y a plein de choses que je savais pas, moi, j'avais jamais été développeur. Et donc, on a rencontré, je faisais beaucoup de meet-up de développeurs pour trouver des profs ou des contributeurs, et c'est comme ça que j'ai rencontré Sébastien, et ça a été un peu tu vois, un coup de foudre entrepreneurial. On était sur la même longueur d'onde, sur le produit, sur la vision, et donc ça a tout de suite matché. Voilà. Et au début, je crois que vous êtes chez The Family, dans les tout Ouais, débuts. alors la première promotion, il y avait un espace, je pense que ça existe toujours, ça s'appelle Numa, qui est vers le Sentier, donc Ouais, ouais, ouais. NUMA. C'était tu sais, il y avait un accélérateur qui s'appelait le camping. C'était vraiment, j'ai Mais l'impression oui, d'être, putain, ça c'est les tout débuts de la tech à Paris, le quoi. C'est camping, le vraiment pour wagon, les j'ai l'impression d'être dinosaures. un Ouais. dinosaure. C'était quand même un accélérateur qui sortait pas mal de belles boîtes. Avant Kiss the Family, Oui. c'était l'accélérateur de référence à Paris. Eux, ils avaient créé un espace qui s'appelait Numa et on a, Mm. lo- on a loué une première classe au Numa, la toute première session. Et en fait, c'était en travaux, donc on était ballottés. Parfois, on faisait des cours à la cafétéria. Enfin, c'était vraiment assez funky. Et deuxième session, on s'entendait bien avec The Family, donc ils ont dit, bah, si vous voulez, là, on vient d'emménager rue du Petit Muscle, on a le premier étage qui est vide. Ça nous chaufferait Ouais. bien d'avoir une école de code ici. Et voilà, on les a rejoints, donc on est resté, je sais pas, un peu plus de 2 ans. Et ensuite, on a déménagé à notre propre campus, juste derrière le SCP, là, vers Parmentier. Et qui a été mythique hein, d'ailleurs parce que grosse verrière, gros campus avec beaucoup de monde qui sont passés par là. Ça a été un lieu assez cool aussi pour faire des événements. Est-ce que tu t'es dit dès le départ, allez, on prend un gros lieu, un truc sympa pour la communauté, pour faire des événements, ou est-ce que c'est venu En, en fait, l'aspect campus, surtout si tu veux être dans le centre-ville, hein, sur des villes comme Paris, Londres ou Berlin, faut être assez opportuniste et c'est un truc au long cours, hein. C'est-à-dire que tu trouves pas comme ça, c'est un moment, tu es persistant et tu vas trouver une opportunité. Nous, pour te dire, le lieu à Parmentier, là, qui s'appelle Villa Godley, Ouais, c'est un truc qu'on a trouvé sur ce loger. Ça appartient à un particulier qui a un immeuble rue de Bretagne. Et tu vois, c'était un peu. Il n'y en avait pas beaucoup des lieux comme ça. On avait aussi beaucoup de chance à ce ouais, moment-là. Le gars, il se balade en camionnette et en bleu de travail. Il fait lui-même ses réparations alors qu'il a 3 immeubles à Paris. Enfin, c'était un peu aussi assez atypique. Et le loyer était super bas. C'était pas un truc qui avait été récupéré par BNP Real Estate, tu sais, tout carré, tout nickel, et ensuite bah, tu payes un peu cher au mètre carré. Donc c'était aussi, on a eu pas mal de chance. Et après, on a fait les travaux. Donc on a gardé les murs un peu comme son arrière-plan, là, les trucs un peu bruts. ouais, un peu, Et un on peu old est school, quoi, un peu brut, ouais. on a coulé, je sais plus, une tonne de béton. Donc c'était quand même, on a construit nos bureaux. Ouais, on avait un peu de travail. Mais à la Mortel. bootstrap, et bah, c'était beaucoup moins cher tu vois, que prendre le truc clé en main, quoi. C'était un peu, on n'avait pas de financement, donc on a quand même.
on a eu de la chance et après, derrière, on a fait ça un peu à la main. Alors, au tout début, tu vois, les 2, 3 premières années, c'est quoi le focus, notamment côté produit et tech? Comment est-ce que vous construisez votre produit? Et d'ailleurs, c'est quoi le produit d'une formation d'une formation comme le wagon? Ouais. Euh, En fait, c'est- et je pense que c'est aussi un truc où maintenant, après 10 ans, j'entreprendrai. Je pense que je ferai pas un business plan sur la comète, mais je serai un peu plus dans une analyse, tu vois, du marché, etc. Donc, je pense qu'à l'époque, moi, j'aimais bien enseigner. On voulait faire une formation canon et je savais pas qu'on allait franchiser, ouvrir des campus à Londres ou à Berlin. En fait, tout ça, j'en savais rien du tout. Je voulais juste faire la meilleure formation possible à Paris au départ. Ce qu'on savait avec Seb, c'est qu'on voulait quand même essayer d'outiller de façon technique notre formation. Moi, j'avais bidouillé une petite plateforme en Rails qui était plutôt une liseuse de contenu, tu vois, un LMS un peu naze, hein, a posteriori, mais ça permettait un peu de mettre des gens, des étudiants sur une plateforme, essayer de voir comment ils l'utilisaient. Donc, par exemple, j'espérais que les étudiants allaient. Il y avait un truc de petit chat par exercice pour essayer de prendre des notes, pour aussi itérer vite sur les exercices et garder des Ouais, traces. Personne l'utilisait, c'était les profs qui forçaient les élèves à l'utiliser. Donc, plein de trucs, c'était un peu des fiascos ou tu vois, des fausses bonnes idées. Mais ouais. quand même, il y avait un backbone de plateforme. Ça, c'était avant que Sébastien nous rejoigne sur la première session. Et en fait, ça servait pas à grand-chose, le LMS tu vois, sur la première session. Mais très vite, on s'est rendu compte que les étudiants, bah, quand tu apprends à coder et que tu pars from scratch, tu es bloqué potentiellement toutes les 5 minutes. Genre, ça marche pas. Genre, je sais Ouais. pas s'il y a une erreur de syntaxe ou si... Mais mon truc marche pas et là que je suis bloqué. Et donc, en fait, tu vas demander tout le temps de l'aide au prof, quoi. Tu es bloqué vraiment toutes les 3 minutes. Et en fait, nous, on prenait la marée pour aller résoudre des petits trucs pas forcément intéressants. Et du coup, notre temps dispo en tant que prof pour vraiment aller réexpliquer des concepts, c'est quoi une variable, c'est quoi un paramètre, c'est quoi je sais pas, une boucle while ou j'en sais rien, bah, il était très limité. Et donc très vite, on a vu sur la première, le fait d'avoir une plateforme permettait aussi de tester ce qui servait à rien, etc. Et très vite, on a vu que le nerf de la guerre, finalement, dans l'enseignement de la programmation, c'était quand même une automatisation partielle des exercices pour que les élèves soient guidés, qu'il y ait un petit peu un truc vert rouge qui te donne des indications sur t'as une erreur de syntaxe, t'as une erreur aussi sur ton style de programmation, tout ça. Et tu peux comme ça demander de l'aide vraiment un peu moins fréquemment parce que tu peux quand même avancer de façon plus autonome. Et quand tu demandes de l'aide, c'est vraiment parce que tu es bloqué sur un truc où tu as un problème de compréhension sur le truc, quoi. Donc ça a été quand même le gros facteur clé de la plateforme, c'était l'automatisation des exercices. Des Euh, retours, des petits exercices. et après, bah, on a rajouté des vidéos de cours parce qu'en fait, quand tu fais le wagon, tu as 1 heure et demie de lecture. On dit théorique, mais en vrai, on montre plein de choses. Donc, c'est des exemples, tu sors le terminal. Enfin, maintenant, en analyse de données, tu vas utiliser des outils de BI. Donc, c'est très mis en application. On n'explique pas la théorie comme ça pour la théorie. C'est souvent d'abord on montre et ensuite on explique les concepts par rapport à un exemple pratique. Donc, ça, c'est 1 heure et demie. Et ensuite, tu pratiques toute la journée. Tu finis par une session de live code, c'est-à-dire un petit exercice qu'on recorrige collectivement en classe. Et ensuite, le soir, tu as des flashcards. Donc, c'est des choses qui te demandent, qui te posent des petites questions sur les concepts. Et tu dis, bah, je sais, je sais pas. Si tu sais, tu donnes la réponse. Tu retournes la carte, tu as la réponse. Et ça permet de te reposer les questions un peu plus tard selon ce que tu maîtrises ou ce que tu as du mal à mémoriser. Voilà, ça, c'est un peu tu vois, l'essence du produit. Et la plateforme permettait de centraliser petit à petit tout ce contenu et de l'améliorer. Voilà, ça servait aussi un peu à ça. Et, et j'ai plein de questions qui me viennent en tête. J'essaie de mettre un peu d'ordre dedans. Si on reprend un petit peu si on reprend un petit peu les débuts, le début de l'aventure, donc tu as cette partie produit-là que tu construis avec Seb et qui est un mélange d'expérience, de pédagogie et de technologie. Et tu as la partie élève, quoi. Et donc, tu as les premiers élèves qui arrivent, les 5 10 20 premières promos. Euh, en gros, comment est-ce que vous êtes positionné par rapport à ces premiers élèves? C'est qui les premiers élèves que vous avez et quelles sont leurs attentes quoi, par rapport au wagon? Ça a un peu changé sur la première promotion qu'on a eue. T'avais un... Il y avait pas mal d'entrepreneurs. Tu vois, tu avais des profils comme Olivier Xu qui a monté une boîte qui s'appelle Pollen, là, en ce moment, une boîte de formation aussi, qui a monté plusieurs entreprises. Euh,
Donc, tu avais des profils de designers qui voulaient se mettre au développement. Tu avais quelques personnes qui voulaient se reconvertir dans le développement web. Tu avais quand même pas mal d'entrepreneurs. Tu vois, Edouard Rudolph, qui était le fondateur d'Emboîture Simone. Je peux t'en citer quelques-uns, tu vois. C'est des gens qui étaient dans la première promotion. C'est quand même assez entrepreneurial. Euh, des profils, soit qui bossaient dans la tech, soit qui voilà, voulaient se reconvertir, soit qui étaient entrepreneurs. Maintenant, on a quand même un peu plus, on a des classes plus grosses, on a quand même davantage de profils qui vraiment veulent accéder à un métier et un petit peu moins d'entrepreneurs. Dans des marchés comme l'Allemagne, par exemple, c'est un marché qui est financé à 100% pour les chômeurs par le système allemand qui donne des education vouchers, qui s'appelle Bildungsstein, jamais su le prononcer. Donc là, on a 80% de chômeurs, par exemple, comme élèves en Allemagne. Donc tu vois, ça dépend. Depuis qu'on a grossi, les catégories d'étudiants ont un peu changé et ça dépend aussi des marchés. Mais à l'époque, voilà, c'était un mix de gens qui bossent dans la tech, d'entrepreneurs, de gens qui cherchent vraiment à se reconvertir et qui faisaient complètement autre chose avant, qui étaient, tu vois, dans le journalisme, dans la pub, je sais pas, dans d'autres secteurs. Euh, et sur la première formation, bah, de toute façon, nous, on a tout donné d'un point de vue prof, tu vois, le prix était plus bas, donc aussi, on avait géré les attentes avec un prix qui était plus bas sur le pilote. On a eu un EPS à 100 parce que l'expérience communautaire, elle était incroyable, parce que nous, on donnait énormément, tu vois, Ouais. on se donnait à mille Ah, pour je me cent. souviens toutes les conférences, tous les échanges le soir avec Ouais. des entrepreneurs. Et c'est ta première C'est formation, donc tu vas rester tard avec un élève pour lui réexpliquer tout. Donc évidemment, tu donnes énormément de ta personne, tu vois, et tous les profs, c'était le cas. Et après, on n'a pas développé le produit en disant, tiens, on va faire ça. On voyait des problèmes, tu vois, on voyait vraiment des frictions opérationnelles comme la correction des exos. On implémentait, on testait sur la formation d'après. On a mis en place les vidéos des lectures pour que les profs puissent mieux préparer leurs lectures ou que les élèves puissent Hmm. regarder après une session, puissent remater le cours. Tout ça, c'est des pièces qu'on est venu apporter trimestre après trimestre hein, pour enrichir l'expérience avec des feedbacks des étudiants et des profs. Et aujourd'hui, on a une plateforme qui est assez riche parce que au début, on était focus étudiants, ensuite, on a été focus sur les profs. Quand on a grossi, moi, je faisais des plannings de profs sur des Excel. Alors, quand tu imagines que tu as des formations de 2 mois avec parfois tu as 4 profs par journée, ça tourne tout le temps. C'est du Ouais. mastermind, le truc, tu as l'impression qu'il y a des couleurs partout. Et donc, ça, on a automatisé le système de staffing, qui est une des grosses forces qu'on a aujourd'hui. C'est que toi, quand tu fais une formation, la plupart des acteurs qui font de la formation vont embaucher un instructeur qui va faire une grosse partie, voire toute la formation. Et en fait, tu es très dépendant de ton instructeur. Parfois, à la limite, tu lui demandes de faire des cours, c'est ce que certains organismes de formation font. Et là-dessus, tu as une expérience, la personne va se cramer assez vite. Elle fera peut-être une ou deux formations, mais ensuite, elle va arrêter. Euh, Elle ne va pas forcément itérer sur son contenu parce qu'on sait que produire un contenu, ça demande beaucoup d'énergie. Tu ne vas pas forcément ensuite l'itérer alors que tu as besoin de le mettre à jour. Et en fait, l'expérience des étudiants va vachement dépendre de ton prof. Alors que nous, au wagon, tu as des profs qui changent tout le temps. En revanche, ce qu'on teste vraiment, c'est que comme on a une plateforme centralisée, on a les feedbacks de chaque élève sur chaque prof ou chaque teaching Hmm. assistant. Et ça permet, quand tu construis des plannings où ça change de prof, tu es sûr qu'en tout cas, c'est que des profs qui ont des super feedbacks, qui connaissent le programme, qui savent préparer selon tes process et que ça crée une cohérence pédagogique tout au long de la formation. Parce que le recrutement de profs, j'imagine que ça a été un des sujets aussi, une des problématiques. Comment Ouais, vous avez craqué ce truc-là? bah nous, on a craqué le truc. Justement, avec ce modèle, on a une communauté d'à peu près 3000 profs freelance dans le monde. Et en fait, c'est à la carte. C'est-à-dire qu'il y a des profs, ils aiment bien faire une semaine en particulier. Je sais pas, la semaine front-end dans le programme développement web ou la semaine deep learning en data science. Tu as des profs qui veulent faire 2 jours par semaine. Tu as des profs qui veulent faire, tu vois, qui veulent faire, je sais pas, une semaine sur deux. Et en fait, parce qu'ils ont d'autres clients en freelance. Donc en fait, on a cette grosse communauté. On gère de façon communautaire et avec les outils de staffing qui permettent comme ça de créer des plannings. Si je te montrais un partage d'écran de nos features de planning Ça, sur ça le. doit être un. Il y a en fait, il y a plein de profs de toutes les couleurs sur un. Et en même temps, cette flexibilité, ça permet d'avoir des solutions et de pas justement avoir ce modèle classique dans la formation où tu dépends d'un prof ou de deux profs Ouais, et où en fait, bah, tu vas. C'est tellement intensif les bootcamps qu'en fait, tu vas faire que tes profs vont être cramés très vite, quoi, là, sur ce modèle-là. ouais. Alors, il y a un truc quand même, faut qu'on en parle, Boris. C'est le fameux ah ouais, t'as fait le wagon, t'es pas vraiment un codeur.
J'imagine que bon, vous avez eu pas mal de retours comme ça, et en même temps, enfin, je pense qu'il y a eu pendant longtemps une espèce de débat propre à l'écosystème tech parisien est-ce que le wagon c'est fait pour être développeur ou pas, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est très parisien parce que au tout départ, notre proposition de valeur, euh, c'était créer des choses, créer des produits. Donc c'était c'était pas la tagline sur le site du wagon, c'était Technical Skills for Creative People, c'est un build product, tu vois, c'était autour de ça. Ouais, C'était pas deviens développeur, formation, développeur junior, salaire d'entrée 45K, comme tu vas voir sur tous les sites de formation. Donc on avait, c'est vrai, un euh, positionnement qui était plus sur la finalité, apprends à développer des produits et tu pourras être dev si tu veux, ou tu pourras être entrepreneur ou PM ou ce que tu veux. Et donc, en fait, parce qu'on avait ce positionnement, on a attiré aussi un public plus varié. Et c'est vrai que c'était, bah, tu vois, sur le site, on a plus de 100 boîtes montées par des alumni qui ont levé tout ensemble 1 milliard d'euros. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup de success stories d'entrepreneurs. Donc, ça fait que les gens se disent, attends, c'est un truc pour entreprendre, c'est un truc pour être dev, je comprends pas bien. Il y a un peu ce truc à Paris. En vérité, tu regardes des boîtes comme Doctolib, je sais plus, je crois que je sais pas si c'est 100, mais ils ont même un pipe d'onboarding pour les étudiants du wagon tellement, tu vois, c'est intégré dans leur process. Ils ont mhm. des dizaines et des dizaines de devs qu'ils embauchent à la sortie du wagon. Une boîte comme Penny Lane, là, qui vient de lever, elles ont plein, plein de gens du wagon. Donc maintenant, je pense que ce qui compte, c'est que les entreprises, c'est pas forcément ce qui peut se dire dans les milieux parisiens. Ça, c'est ce que les entreprises, tu vois, à la fin, tu as des boîtes tech qui ont recruté, qui savent la qualité de tes étudiants. Et ça, c'est le juge de paix à la fin. C'est ça qui fait que ta marque employeur, elle se développe. Après, dans d'autres pays, en Angleterre, on n'a pas ce petit biais d'image initial. Donc là, pour le coup, je pense pas que les gens se disent vraiment est-ce que tu es dev quand tu sors du wagon. Après, effectivement, on va pas mentir aux gens, tu as un niveau d'entrée différent. Tu as des gens qui ont fait des écoles d'ingé quand ils rejoignent le wagon, qui sont peut-être plus à l'aise avec la programmation. Tu as des backgrounds très variés, parce que justement, nous, on veut être dans l'excellence pédagogique, mais pas dans l'élitisme. Mais bah oui, tu n'arrives pas forcément au même niveau à la fin. Tout le monde va pas être dev chez Google. Il y a des gens qui vont devoir démarrer dans une petite agence, à faire un peu de Ouais. freelance. Enfin, c'est un accélérateur, mais c'est pas une baguette magique. C'est un truc où il va falloir quand même ensuite confirmer tu vois, tes acquis et selon ton niveau aussi initial, bah, ça va être un peu différent. Est-ce que dans le, moi là, The Product Crew, c'est ma troisième boîte. Il y a un truc dont je me rends compte, enfin c'est ma troisième boîte que je lance personnellement, donc sinon j'ai eu l'occasion de bosser dans d'autres startups. Est-ce que, enfin il y a un truc que j'ai quand même pas mal compris, c'est que mieux vaut surfer une vague que qu'aller contre la marée. Et 2012-2015, c'est la vague des startups, quoi. La grosse vague de la tech, des startups, où t'as plein de gens qui veulent rentrer dedans, des gens qui viennent du conseil, des anciens ingénieurs, qui se posent un peu la même question que toi, hein, Mhm. au début, le fameux ouais, je m'ennuie un peu dans ma grosse boîte, j'ai envie de me reconvertir. Cette vague, enfin, est-ce que pour toi, un des paramètres de la réussite du wagon, c'est son time to market? Bah, je pense que enfin, oui, parce qu'il y a effectivement, il y a eu toute l'ère un peu du SaaS aussi, l'industrie SaaS qui a été assez très financée avec plein de success stories dans les 10 dernières années, donc, et beaucoup de startups qui sont créées. Donc évidemment, ça fait envie, tu as des nouveaux jeunes diplômés qui veulent lancer des boîtes, etc. Donc tout ça, ça crée effectivement une traction. Tu as aussi un phénomène plus technologique, c'est qu'en fait, les technos étaient à un niveau de maturité où en fait ça aurait eu pas de sens d'apprendre le dev en 2 mois, tu vois, il y a 20 ans, parce que tu n'avais pas toutes les API, tous les frameworks, toutes les librairies qui font qu'en Ouais. fait si tu comprends les grands concepts, tu vas pouvoir quand même shipper un produit de qualité à la fin. Donc je pense que c'est aussi un truc de maturité technologique qui est enrichi encore par l'évolution de l'écosystème parce que de plus en plus il y a de startups, il y a de bonnes pratiques, etc. Donc ça accentue encore le phénomène. Tous les Et aussi, métiers qui nécessitent de comprendre la tech aussi. Je pense à, ben, après, moi, j'ai fait product manager après le wagon, quoi. Après, tu parles beaucoup de start-up, mais je pense que c'est aussi un truc de tension.
il y a des, enfin, il y a des tensions sur les métiers de développeur. Nous, c'est vrai, quand on regarde quoi lancer comme formation, on va regarder la demande. Est-ce qu'il y a une demande des consommateurs, mais aussi on va regarder beaucoup l'employabilité, le nombre de job offers sur LinkedIn. Donc, après, effectivement, ça change. On voit que l'IA, il y a plein de questions sur quelle va être l'évolution justement des métiers, qu'est-ce qui va être plus demandé. Donc, nous, notre objectif maintenant, c'est pas d'être que dans tu vois, la mouvance des startups et de l'entrepreneuriat. On forme des développeurs, on forme des data analystes. On vient de faire un gros édit de notre formation de développeur pour mettre beaucoup plus d'IA, pas uniquement sur les outils de productivité pour dev, mais pour aussi la création de produits IA en utilisant tu vois, des design patterns comme RAG. Donc, il y a des trucs comme ça qu'on après, voilà, on suit de près comment l'industrie évolue, comment les métiers évoluent. Et aujourd'hui, on n'est plus monoproduit. C'est pas voilà, l'école pour apprendre le dev et lancer un produit quand tu es entrepreneur. C'est quand même beaucoup plus large en termes de débouchés. Donc Mais tu as là, raison, t'as raison, notre positionnement était très lié à ce momentum, comme tu dis. Et c'est ouais, pour ça qu'on avait un positionnement aussi qui était très entrepreneurial, parce que ça correspondait effectivement à l'ère du temps et, comme tu dis, à mon histoire à moi. C'était là dans quoi bah ouais. je me reconnaissais aussi. Bah ouais, en même temps, c'est ça qui était très cool et c'est ça qui, je pense, faisait un peu communauté et en partie, tu vois. Et il y avait un vrai esprit de promo. Moi, ma promo, enfin, j'ai encore des liens avec eux. Ça fait 10 ans. Mm. Et ça, Donc, c'est le souci. Je pense que ça a donné des très bonnes bases de produits et de communauté. Après, faut, bien sûr que c'est un challenge entre former 20 élèves sur une classe avec Sébastien, moi, des gens surboostés, et aujourd'hui former 4000 étudiants dans le monde sur différents programmes avec des gens ouais. qui sont là depuis plus longtemps, une organisation qui est plus large. On a toujours des bons NPS, mais évidemment, plus ton ADN il est fort au début, plus tu arrives à maintenir une qualité à l'échelle, mais c'est un énorme enjeu. D'ailleurs, dans l'éducation, tu as, souvent ce syndrome, je sais pas, du dean ou quelqu'un qui est complètement déconnecté de l'étudiant, quoi. C'est un peu enfin, comme dans toute boîte qui grossit où tu deviens déconnecté de tes clients, quoi. Et donc, c'est quoi justement, enfin, c'est un peu la question que j'allais te poser, tu vois, c'est les problématiques du scale, en fait. Vous avez voulu aller sur ce modèle de franchise. Si tu veux nous en dire deux mots. Enfin, Ouais. c'est assez original. Déjà, peut-être un petit peu là-dessus, quoi, sur ce modèle de franchise. Pourquoi vous êtes parti là-dessus? En fait, au début, on n'était pas forcément assertif sur quel modèle. Enfin, on se disait juste, on a un produit avec un contenu qu'on itère tout le temps, qui commence à être super bien huilé. On a un NPS sur chaque promo entre 90 et 100. On a des alumni super motivés, avec une communauté qui commence à se créer. Et petit à petit, du coup, on a eu des gens qui nous disent, tiens, en fait, si je te dis, Mehdi, tu veux ouvrir le wagon à Barcelone. Par contre, j'ai juste ma marque, hein. Les profs, tu les trouves. Le contenu, bah, je te file des vieilles slides et tu te démerdes ou tu vois avec tes profs sur place. Tu vas me dire, bah, en fait, la proposition de valeur, elle n'est pas ouf en termes de franchisé. Et en fait, comme il y avait notre plateforme Kit, le contenu, il y avait en fait, c'est pas qu'une plateforme, c'est aussi une façon de se délivrer les cours. C'est les lectures du matin, c'est tout le réseau de profs qui ont fait le wagon en amont, qui sont validés par des feedbacks et qui derrière vont enseigner en connaissant le curriculum. Donc, en fait, c'est vrai on a apporté quelque chose qui était très clé en main, tu vois, à posteriori. Et du coup, les gens, je disais, bah, en fait, il m'apporte un truc qui est clé en main, c'est-à-dire la plateforme, le contenu, mais la communauté de profs, hein, la marque. Et j'ai adoré l'expérience parce que je l'ai fait moi-même ou parce que j'ai un ami qui l'a fait. Ce qu'on avait aussi comme critère, c'est que chaque franchisé, s'il ne l'avait pas fait, devait faire le wagon en amont, un peu comme un onboarding, si tu faisais un bootcamp Ouais, toi-même. Comme ça, tu étais vraiment. tu comprenais l'ADN, quoi. Oui, tu étais vendu aussi au produit parce que tu vivais ce truc-là et tu disais, bah tiens, Ouais. c'est super et je suis fier de le faire. Euh, donc en fait, c'est comme ça qu'on avait un truc qui était très, qui... Et en fait, on a fait un mix, c'est-à-dire que quand on est allé à Londres ou à Berlin, on a dit, bah non, là, on a de la bande passante, on commence à avoir un truc qui tourne bien à Paris, une équipe de profs un peu Ouais. stable. Donc, moi, je passais une semaine sur deux à Londres pour aller même donner des cours au départ, tu vois, trouver les locaux. Donc, on a quand même ouvert Londres et Berlin en propre, et tout le reste en franchise. C'est un peu... Et au départ, on avait ouvert Bruxelles en propre, mais en fait, la fille sur place, Anne, se dit, bah non, mais moi, j'aimerais bien le faire en franchise aussi. On avait une franchise à Bordeaux avec Bertrand, donc Ouais, on dit bah ouais pourquoi pas. Des ça, fois c'est fait à l'opportunité aussi, quoi. de façon un petit peu itérative, tu vois, on teste, il y a des opportunités, on voit, et puis petit à petit, et un moment on s'est dit bah ok Paris, Londres, Berlin en propre et le reste en franchise, mais c'était pas quelque chose qu'on avait écrit sur un petit bout de papier en amont quoi.
C'est quoi les sujets que tu peux avoir quand tu es une plateforme EdTech, enfin, slash formation? C'est quoi les sujets de scale que tu peux avoir, les problématiques que tu peux avoir en scale, euh, tu vois, au produit, à la tech, en termes de communauté? Je pense au recrutement aussi, évidemment. Ouais, je pense que enfin, on n'est pas limité par le produit, on n'est pas limité parce que notre pool de profs fait que grossir à mesure que nos formations, tu vois, grossissent. Le produit, il est toujours avec des niveaux de NPS et de job placement qui sont très élevés. Donc, c'est pas au niveau du produit ou du delivery, c'est plutôt en termes d'acquisition. Parce qu'en fait, l'éducation de qualité, ça coûte cher. En fait, l'éducation, c'est difficile d'avoir une approche one size fits all, hein. Si je te dis, bah, tiens, tu vas apprendre le design avec le meilleur designer qui va te faire du coaching one-one à temps plein pendant 2 mois, dans ton appart ou dans un campus, évidemment que c'est mieux que si tu fais un MOOC avec que du contenu self-paced où tu n'as aucun support, hein, et que c'est en ligne. Et entre les deux, tu as tout un tas de formules un peu mixtes. Et du coup, bah, il faut arriver à trouver. Mais plus tu mets de support, parce qu'en fait, il y avait ce truc dans l'éducation que le contenu, ça compte de moins en moins parce qu'il y en a de plus en plus qui est disponible et c'est plus le Ouais. support et l'engagement qui comptent. Ce qui, je pense, à moitié vrai parce qu'en fait, nous, on voit qu'itérer nos contenus pour être super précis dans T'as l'enseignement de contenu et choses. contenu quand même, hein. Ouais, franchement, exactement. Donc, je pense que cette règle de content is dead, c'est un, ça marche pour certains types de contenus, sur de l'intro, etc. Mais ou c'est sur des cours légers, mais en revanche, quand tu vas enseigner un job sur des métiers techniques, je pense que la granularité de ton itération et ton fil rouge, c'est hyper important. Attends, j'ai perdu le fil, hein. Mais oui, du coup, ce qui empêche de scale, c'est beaucoup des sujets de financement, parce que quand même, ça coûte cher de faire une formation wagon. Alors, on a le CPF, on a plein de gens qui sont financés par Pôle emploi, on trouve toujours des solutions, on a des solutions de prêt à taux zéro, mais en fait, bah, tu es quand même vachement dépendant de ces solutions de financement parce que ton marché de gens qui pourraient payer de leur poche, tu vois, une formation au prix du wagon, bah, il est quand même assez limité. Euh, T'as aussi une forte concurrence qui arrive dans les années qui suivent, quoi. donc, effectivement, les enjeux, tu as, l'enjeu du prix, la disponibilité des gens, parce que même si tu veux, bah, 2 mois à temps plein pour changer de carrière, c'est quand même un moment, et en termes financiers, et en termes de temps, ça fait Ouais. que ton marché, je sais pas où est-ce qu'il est capé, mais en tout cas, probablement qu'il y a un moment où il a un cap, tu vois. C'est pas aussi T'as pas gros de que, recurring aussi? pour l'instant, en fait, on en a un petit peu sur la partie entreprise. C'est pas du recurring, c'est de la commande de plans de formation. Mais comme Ouais. on est très apprécié des Ouais. clients, c'est beaucoup de clients CAC 40, en fait, ils recommandent beaucoup de formations. Donc, en pratique, on est avec eux depuis longtemps. Et Ouais. pareil, on a un peu de recurring sur la partie école. On fait beaucoup de cours avec les écoles. Ouais. Mais je sais pas, ça, tout ensemble, c'est 10% du revenu. 90%, c'est du B2C. C'est Donc, vrai sur que t'as le B2B, 90%, ouais. et ça, c'est fatigant parce que tous les trimestres, tu dois vendre. Ouais. Je sais plus qui me Ouais. disait, il y avait une cadre de Aeronac qui me disait, il faut remplir l'eau du bain. Alors, c'est horrible comme peut-être comme expression, mais il y a un peu ce côté, en fait, où c'est pour les équipes, hein. Effectivement, tu as l'impression que tu redémarres Ouais. from scratch chaque trimestre. Ok, j'ai mes pipes. Quand tu vends de l'éducation supérieure, comme ce que fait Albert School ou ce que fait, qui tu veux, ISEG, HEC, tu vends 3 ans, en fait. Mais en fait, Mm. l'effort de vente, il est pas. En revanche, là, ton marché adressable est beaucoup plus élevé et puis tu as un flux d'étudiants qui ont le bac chaque année, Mm, mm, qui mm. sont, de toute façon, qui doivent trouver quelque chose. Donc, c'est vrai que la formation professionnelle, ce qu'on fait, c'est challenging. Parce qu'il y a un mix d'expertise sur les financements, sur la certification. Tu vois, on a 2 titres RNCP en France qui sont équivalents à bac+4. Là, on vient de Ouais. les renouveler. C'est la tannée de renouveler des titres. Tu vois, c'est énormément de travail. Et en fait, la première fois qu'on a eu des titres qui ont failli ne pas être renouvelés, tu te dis, bah, tu vas perdre ton CPF, etc. La première fois que ça nous est arrivé, on a une petite tape sur les doigts, on a dû reprendre. Tu, On était tu dors en, mal, quoi. on était en panique, ouais, parce qu'on se dit, là, Ouais. on a re-signé nos 2 titres pour 3 ans, mais en fait, c'est des trucs que tu découvres. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui t'empêchent de scale et en plus qui sont très locales. C'est-à-dire que les enjeux en France ne sont pas du tout les mêmes que les enjeux en Allemagne en termes de Ouais. certification et de financement. Donc en fait, tu as besoin de craquer la certif, craquer les financements. Et ça, c'est des plafonds de verre quand même en termes de scale. C'est pas le produit, c'est vraiment c'est tous ces trucs-là, quoi. Et donc vous avez levé, je crois, vous avez fini par lever. Est-ce que tu avais des réticences à lever? Ou c'est arrivé? Enfin, finalement, c'est arrivé en fait, hein. Ouais, Euh, je pense qu'on
pose pas toujours assez de questions. Donc, on- on- effectivement, c'est un peu, tu arrives à la fin d'une dynamique. Donc là, on était un peu à la fin de notre scale de franchise. On avait un programme en développement web. On avait lancé la data science, mais c'était au tout début. C'était fin 2019. On venait de lancer. Et en fait, quand tu passes de développement web à data science, le saut, il est assez gros. Parce que toi, toute ton expertise, tes profs, tout ça, il est vraiment spécialisé dans le développement, tu vois, le produit. Et quand tu Ouais, dois ouais, tout je d'un suis coup d'accord. faire... Ouais. Et en fait, ça, je pense que c'est... Tu vois plein de bootcamps américains qui ont fait beaucoup d'acquisitions. C'est-à-dire que moi, je suis en bootcamp de design. En vrai, j'arriverai jamais à faire un truc de... Si je veux garder le même standard, la même qualité, je serai toujours moins bon qu'un pure player qui fait du développement software ou de la data. Et donc souvent, Ouais, ils font de l'acquisition. Donc sur la data science, on s'est mis mal hein, pour sortir un super programme. D'ailleurs, qui a les mêmes NPS et aujourd'hui qui a vachement aussi traction parce qu'il y a de l'IA et tout ça. Et donc il y a des gens... C'est un peu, j'ai l'impression, le nouveau web dev aujourd'hui. Il y a plein de tu vois, les gens comme moi j'ai envie de le faire. Donc les gens qui, il y a 10 ans voulaient faire dev web, aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils veulent faire data science et IA parce qu'ils veulent comprendre technologiquement le sous-jacent des modèles de deep learning ou de LLM. Donc ouais, ouais, ouais. je sens un peu ce truc-là. Euh, mais oui, on était à cette phase où, OK, on est monoproduit, même si on vient de se saigner un petit peu pour en lancer un deuxième. On est en franchise. Bon, bah, what's next? Tu vois. Et, le modèle de franchise, c'était un peu limitant parce que tu peux pas forcer un franchisé à lancer de nouveaux programmes sans cesse. On sentait quand même qu'il y avait une compétition qui commençait à être assez, tu vois, assez costaud, qu'on ne pouvait pas lancer du online, par exemple, on pouvait lancer des bootcamps en ligne, on ne pouvait pas parce que des notions de territorialité. Tu vas pas commencer à dire je vais vendre des bootcamps online en Espagne, là où j'ai en fait quelqu'un qui est en franchise. Ça marche pas d'un point de vue relation avec ton franchisé. Ouais, Du c'est coup, on clair. était un peu bloqué par ce truc-là. Et puis, d'un Ouais, point de vue perso, voilà, ça faisait 6 ans. On se dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer de lever et voir ce que ça donne. Et a posteriori, je pense que en fait, il s'est passé tellement de choses depuis. Il y a eu, tu vois, le Covid, il y a eu les layoffs dans la tech, là, il y a eu l'IA. Donc, effectivement, on s'est pris quand même pas ouais, mal de petites vagues depuis, comme pas mal d'acteurs. Donc, on a continué à grossir et à tenir. Mais c'est vrai que c'était pas mal d'avoir levé pour ça aussi, pour, je pense, être capable d'avoir un peu de ressources. ouais, 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 ouais. Mais C'est assez intéressant parce si que tu veux mon feedback honnête, je pense qu'il y avait une partie de la thèse, c'était on réintègre les franchises justement pour pouvoir accélérer le lancement de nouvelles formations, pour pouvoir lancer l'offre online. Et par ailleurs, on investit dans le B2B et dans une équipe de direction qui va pouvoir structurer un petit peu mieux la boîte parce qu'on va réintégrer des franchises et du coup, il va y avoir besoin de structurer quelque chose que tu opères maintenant toi-même. Je pense que on est allé un peu trop vite en besogne, on s'est pas fait assez challenger par nos invests et qu'en fait on aurait dû focus Europe par exemple hein, et garder le reste en franchise. Voilà, parce que on voit qu'avec intégrer toutes ces villes-là, plus traverser le Covid, lancer le online, en fait c'était trop. Et lancer une nouvelle formation, c'était un peu trop. Et derrière, on a perdu une certaine agilité. Enfin, voilà, comme dans pas mal de boîtes qui structurent, qui scale, ouais. on a un peu structuré trop vite certains trucs et on aurait dû peut-être le faire un peu en séquencé. Et peut-être qu'on n'aurait pas, du coup, on aurait décidé de garder un mix de franchises. D'ailleurs, aujourd'hui, on réfléchit à refranchiser éventuellement ou relicencier une partie de notre business parce que on se dit que c'était un modèle qui avait plein d'avantages et qui assurait une super satisfaction étudiante. Et donc, on est un peu dans ces. On a fait tout le chemin d'un côté et là, on essaie de peut-être revenir un peu entre les deux, quoi. C'est marrant les assumptions fortes que tu as quand tu es entrepreneur et sur lesquelles tu te casses les dents Et ça, avec. alors, c'est aussi je sais pas si c'est un bon conseil, mais je pense qu'il y a aussi tous les choix qu'on a fait quand on était libre, ils étaient ancrés dans l'expérience des étudiants, dans ce qu'on vivait. Et donc, en fait, c'est des bons choix. Enfin, tu sens que c'est enraciné. C'est pas forcément de la data, mais c'est des customer feedback direct. Enfin, tu es vraiment en train de faire des choses, ça a du sens. Hein. Je pense qu'il y a aussi un truc, même si la levée, je pense que le B2B, c'était un bon move, fallait structurer la boîte anyway avec d'autres profils que nous, parce que nous, on est tu sais, tu as le hustler et le manager, celui qui arrive à structurer. Je pense qu'on avait besoin aussi quand tu fais une levée, tu peux aussi attirer d'autres types de profils dans ton équipe dirigeante. Mais il y a ce côté où tu,
on te brainwash un peu pour travailler un pitch de BP avec plein de croissance dans tous les sens, tu vois. Tu fais un beau BP à 5 ans et petit à petit, en fait, tu te mets à croire peut-être à un BP qui est un BP de vente et en fait que tu as pimpé à mort. Et du coup, tu te mets à croire en fait qu'il faut tout racheter vite, etc. Enfin, je sais pas, tu es dans un truc où je Ça pense vient que. pas du terrain, quoi. Ouais, exactement. Je pense que Ça tu vient de fais tes rêves, en fait. t'as des gros biais qui viennent Ouais. ou de banquiers d'affaires qui t'ont dit non, mais on va écrire que ça comme ça, je sais pas quoi. Et en vrai, je pense que c'est un exercice de vente. Il faut pas non plus aller trop loin dans le fait faut être, c'est un peu bizarre de dire ça parce que tu vends un plan, tu lèves, peut-être le jour de lendemain, il faut dire en fait, les gars, bon, peut-être peut-être pas faire ça, mais limite, c'est un bon exercice à faire de est-ce que vraiment je viens de faire une levée fatigante ou je me suis moi-même emballé à vendre une histoire, tu vois, avec des management de présentation tous les jours. Quand tu vends une histoire, tu vois, 5 fois par jour, enfin, sur 4 meetings de 3 heures par jour, peut-être moins, 3 meetings de 3 heures pendant. En fait, à un moment, c'est devenu ça qu'il faut Tu faire. l'intègres aussi, quoi. Exactement. Et je pense que c'est pas mal de dire, OK, Ouais. bon, est-ce que vraiment, ou comment on le fait? Est-ce qu'on le ferait pas en étapes, tu vois, de mettre un petit peu de raison là-dedans. Et je pense qu'on a un petit peu manqué de ce sang-froid parce que c'était la première fois qu'on levait et on s'est peut-être fait un peu emporter par ce truc de BP peut-être trop rapidement. Quelques questions un peu cool là qui arrivent. N'hésitez pas, hein, franchement, si vous en avez, vous pouvez les envoyer à tout le monde. Là, on en a reçu côté hôte et panéliste. En fait, tu as des questions par rapport au NPS. Comment est-ce que tu expliques enfin, qu'il soit aussi élevé? Bah, euh, à la fin, je pense que c'est des recettes assez simples. C'est que bon, je pense que la plateforme, c'est pas ça le nerf de la guerre. Si on avait des bons process, des bonnes slides, d'autres plateformes non propriétaires, on pourrait, je pense, avoir une super expérience pédagogique. C'est juste que ça demande un peu plus d'opérations, tu vois, d'équipes et qui mettent de l'huile là-dedans. Donc la plateforme, elle permet quand même de lisser les frictions opérationnelles. Après, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des bons profs et des bons TA. Et là-dessus, la plateforme, ce qu'elle permet, c'est d'avoir les feedbacks de chaque étudiant sur chaque teaching assistant ou chaque prof en fin de session. Ça fait que quand tu crées ton calendrier de prof en début de session, je veux mettre par exemple Cécile, Marc et je sais pas quoi sur le bootcamp web. J'ai 50 feedbacks des étudiants qu'ils ont formés sur les dernières sessions qui sont hyper bons. Et donc, en revanche, bah, il y a peut-être des gens qui viennent de finir le wagon qui voudraient être assistants sur une session. Euh, Tu vas les tester, mais tu ne veux pas les mettre sur trop de journées. Donc, en fait, il y a ce savoir-faire sur les profs de faire monter en puissance et de toujours regarder les feedbacks quand tu construis tes plannings qui fait qu'en fait, tu garantis un niveau peut-être ça arrive d'avoir des fails. On a déjà eu des profs un peu nouveaux qu'on a testés sur une lecture et c'était En fait, horrible. ouais. Et là, les Ouais. étudiants, et là, tu étais un peu le feu, tu refais la lecture. Forcément, il faut tester un petit peu. Donc, parfois, tu as des petits fails. Mais quand même, par rapport à quelqu'un, un organisme de formation qui serait complètement dépendant, encore une fois, d'un modèle à un ou deux profs sur une formation, où là, tu as tout un mois qui est pourri parce que tu es tombé sur un prof qui ne s'est pas expliqué, bah, ça garantit quand même quelque chose qui est très homogène en termes de NPS. Et après, le format, il est très pratique. On a mis en place, tu binômes avec quelqu'un de différent tous les jours. On a un système qu'on appelle le système de buddy. Tout ça, c'est des trucs qu'on a testé au début manuellement. Vas-y, travailler ensemble, puis on a intégré dans la plateforme et ça crée aussi une culture, hein. Ces mots comme buddy, la plateforme elle s'appelle Kit. On utilise beaucoup le wagon comme exemple dans des exercices. En fait, ça crée aussi un sentiment d'appartenance, tu vois, assez fort. Ouais. Plus toutes les expériences communautaires, donc les talks avec des entrepreneurs, ben, comme ce qu'on fait là, qu'on va organiser pour les étudiants, les événements carrière, tu vois, se connecter à l'écosystème, les afterworks juste où les élèves vont faire du beer pong et je sais pas quoi. En fait, tout ça, je pense que c'est un peu une formule qui fait quand même l'expérience. C'est pas une boîte de formation où tu arrives, t'as quelqu'un qui te fait ton truc la journée, allez, salut, tu rentres chez toi. Il y a un côté où, pour nous, ça compte vraiment l'expérience que tu vas vivre. Et je pense que c'est un peu comment tu vois la formation. Est-ce que tu vois comme un truc où quelqu'un arrive, tu le formes, tu l'as formé au bout de 2 mois, bah salut. euh, oui, il y a un réseau alumni, mais en fait, tu t'en fous. Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu considères comme où tu mets du cœur, quoi, au final. D'ailleurs, c'est l'une des rares formations professionnelles enfin, le wagon qui peut être comparé à des formations initiales, tu vois, d'école de commerce ou d'école d'ingé, avec du campus. Alors, il y a pas d'assaut, en tout cas à ma connaissance. Ouais, il y en avait une à un Euh, moment, mais c'est vrai qu'elle a pas été maintenue. Si tu veux la mais, relancer, mais Mehdi,
Très chaud, c'est sur quoi? De quoi? C'était sur quoi? Non, mais si tu veux relancer l'assaut Alumni, parce que c'était une asso qui était Ah, montée par ouais, des amis. c'était une asso alumni, ouais, en Ouais. effet, ouais. Et bah, c'est vachement intéressant, je trouve. Et c'est intéressant ce que tu dis sur Mais, la formation initiale, parce qu'aujourd'hui, c'est quand mais même. voilà, ça a été une source d'inspiration pour le coup, les écoles tu vois, les écoles ingé, commerce. Bah, c'est vrai que quand tu es orienté comme nous sur les compétences versus les diplômes, il y a beaucoup de boîtes qui crachent enfin, un petit peu vite sur le supérieur, parce que tu dis en fait, c'est nul les cours, tu payes juste une marque, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme critique de l'enseignement supérieur. Une partie de ces critiques je pense, c'est vrai que tout n'est pas parfait. Après, c'est vrai que quand tu grossis un business, nous on voit quand tu grossis un business d'éducation avec des campus, des équipes admission, des équipes certification, en fait, c'est un enjeu logistique qui est énorme. T'es pas en train de vendre une course Uber hein, qui dure 3 minutes, tu es en train de vivre avec des étudiants sur des campus qui restent avec toi 2 mois. Et donc, en fait, c'est vrai que tu as, un enjeu logistique qui est pas simple. Et donc, moi, petit à petit, tu te mets à respecter quand même ces structures et comprendre un petit peu les challenges qu'elles peuvent avoir. Et nous, on travaille beaucoup avec les écoles, hein. C'est une partie de notre business. D'ailleurs, on parlait peut-être des next moves pour le wagon. Nous, on est là en train de regarder pas mal de lancer des formations dans le supérieur. Ouais, Donc, des bachelors, par exemple, du post-bac, ou parce qu'on a des élèves de plus en plus jeunes. Et on se dit, bah, en fait, on a plein de formations qui se coupleraient vachement bien avec des contenus d'école pour créer des super programmes bachelor, un peu business tech. Donc, tu as par exemple Albert School qui s'est lancé et qui a fait un partenariat avec les mines PSL. C'est assez classique, les partenariats, tu sais, entre école de commerce et école d'ingé. Tu as des bachelors, ouais. tu sais, tu as Centrale Centrale ESSEC. Supélec, Exactement. ouais, t'avais Supélec USCP, moi à l'époque, j'avais ça. Ouais. Et là, tu as pareil le M Lyon qui a fait un truc avec Centrale Lyon sur un bachelor business IA. Donc, Ouais, et après, je pense que contrairement, nous, on n'est pas une école d'ingé, mais on est un petit peu technique et en même temps, on est un peu plus ancré dans le produit, le marketing, donc des choses qui sont un peu plus peut-être proches aussi des écoles de business. Donc, je pense que c'est des trucs qu'on est en train de regarder, de se lancer dans la formation initiale. après, il y a quand même un truc important qu'on a à peine évoqué, t'en as parlé, c'est les layoffs dans la tech, depuis 2 ans maintenant. On a un sujet de discussion qui est dit récurrent quand on échange avec les gens qui bossent dans notre écosystème. Euh, toi, comment ça vous a impacté ce truc-là? Bah, en fait, ce qui est compliqué pour nous, c'est que on a plein de programmes dans plein de géographies et arriver à faire tu vois, la part des choses entre l'influence de la perception des gens sur l'IA, est-ce que je me forme au dev maintenant ou est-ce que ça va changer les métiers? Donc, c'est très multifactoriel en fait. Nos équipes, parfois, on a du turnover, je sais pas, un manager à Berlin qui part et ça dérange toutes les opérations et tu vas perdre un trimestre derrière parce que toutes les équipes sont un peu chamboulées. Donc, tu as des enjeux qui sont internes, tu as des enjeux comme ça de perception de nouvelles technologies comme l'IA où les gens se disent, tiens, est-ce qu'il faut que je fasse ça? En même temps, des enjeux de compétition. On le voit avec l'IA et le no-code, tu as le nombre d'acteurs qui se font de la formation. Il y en a qui sont sûrement bien, mais il y a aussi énormément d'opportunisme là-dedans et de C'est formations clair. pourries qui seront mortes dans 6 mois. Parce que nous, là, ça fait 10 ans qu'on est là, on les voit, ces formations. Ouais. Mais mine de rien, en attendant, ça crée du bruit parce que les gens se font polluer sur Instagram ou je sais pas quoi. Et en fait, bah, c'est normal, hein. Ils se disent, bah, tiens, est-ce que je fais le wagon, est-ce que je fais ce truc-là? Et j'ai de plus en plus de choix qui me sont proposés. Donc, tu vois, tu as ce mix entre les opportunistes, les formations qui vont aussi beaucoup être agressives, les enjeux internes, le marché de la tech, comme tu dis, qui est évidemment un gros truc parce qu'on vend de la reconversion. Donc, si les gens se disent, tiens, il n'y a plus de débouchés, est-ce que c'est le bon moment pour faire un move et faire le wagon? Donc, tout ça, et les questions de financement, où parfois, bah, nous, c'est très variable. Tu as une autorité allemande qui peut dire, bah, tiens, on ralentit un peu les financements des, euh, des financements pour les chômeurs. Ou, tu vois, Pôle emploi qui dit non, en fait, là, on valide moins rapidement les dossiers. Bah, toi, tu as, t'as une Mm, rentrée dans 2 semaines, potentiellement, ça te met dedans. Donc, en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a tellement de facteurs que c'est très, très compliqué pour nous de savoir est-ce que c'est les tech, tu vois, les tech layoffs, hein,
qui font qu'on a un petit peu plateau les derniers mois, enfin qu'on a un peu plus de challenge, comme Ou toutes les boîtes alors, de est-ce que forme. c'est l'IA ou est-ce que Est-ce que c'est c'est l'IA, est-ce que c'est nous-mêmes, que c'est des enjeux d'excellence opérationnelle, est-ce que c'est les financements qui ont été plus lents avec le Pôle emploi parce qu'on avait un renouvellement de certification en cours. Mais pour revenir quand même, évidemment qu'on le voit au niveau des équipes carrière, hein, que c'est plus challenging pour les étudiants. Donc on a besoin de renforcer un petit peu le support des étudiants pour qu'ils trouvent un job derrière. Ça se fait ouais, toujours, hein. J'ai vu que vous êtes vachement là-dessus, d'essayer et probablement passer plus de temps hein, que nous peut-être à essayer de comprendre entre seniors, entre juniors avec un beau background complémentaire ou un peu mixte, ouais, tech et autre chose. Voilà, je pense qu'il y a des opportunités. Ce qu'on voit, c'est quand même des gens qui font pas mal nos formats flexibles en ligne, où il y a de l'office hour, tu peux le faire, tu as plusieurs sessions où tu peux te connecter pour avoir des sessions live. Et on voit plus de gens qui sont un peu dans une reconversion, enfin, qui se disent, je vais pas quitter mon job, faire le wagon 2 mois et changer maintenant, parce que ouais, parce effectivement, que tu as aussi ça, quoi, en période de down, turn économique, les gens ne bougent pas, quoi. ouais, mais plus comme nous on a des financements, c'est pas tellement, Ouais, même si les gens peuvent se dire le wagon ça coûte cher, en vrai c'est souvent financé à très grosse, on aide vachement à trouver les financements complémentaires. Donc à la fin c'est plus une question de temps dispo et de risque que tu prends. bah, c'est Et, ça, et ouais. c'est pour ça qu'on a quand même Ouais. pas mal de gens qui se disent, j'ai envie de changer. Là je parle pas sur les chômeurs parce que si tu es au chômage de toute façon enfin, que le marché soit dur ou pas, et si tu as besoin de faire une formation, ça va que t'aider à être accéléré. Ça va te reconnecter à un network du wagon, on va t'aider à trouver un job, on va te former avec des compétences sur des métiers. Donc c'est mieux, en tout cas ça t'accélère. Mm. Si tu es en poste, c'est ça la question, bah là, c'est vrai on voit des gens qui vont faire le bootcamp à temps partiel, en flexible, parce qu'ils sont dans un truc un peu plus prudent que se dire, allez, voilà. Après, tu as toujours aussi des gens qui négocient avec leur boîte hein, de se faire financer, de poser des mois pour faire la formation, tu vois, et revenir. Donc ça, c'est aussi des profils qu'on voit. Vous Qui avez des offres, sécurisent, vous, qui sont un peu dans une négociation où ils quittent pas leur boulot, mais ils négocient avec leur employeur. vous avez, vous avez restructuré, vous, dans l'équipe, enfin, la team core team du wagon, ou alors gelé Oui, des embauches, ou un petit peu. Enfin, un petit peu, ouais. après, il y a comment dire, t'as une restructuration. Active et tu as aussi, nous ça fait 10 ans, quand tu commences à plateau un petit peu, tu as un peu de turnover naturel de gens qui sont là. On avait des gens qui étaient là depuis 7 ans, tu vois. Donc on a eu un peu des deux. On a eu un peu une petite vague de départ normale hein, de gens qui étaient là depuis longtemps. Dans l'équipe tech, par exemple, on a pas mal de gens qui sont partis chez Penny Lane. C'est un peu les, euh, les gens, ils partent parce que évidemment, tu suis tes copains et tes copines et c'est très bien hein, parce que Ouais. et d'ailleurs, c'est des gens qui ont vachement contribué au wagon. Je suis super reconnaissant de ce qu'ils ont fait. Donc on a eu un peu des petits départs comme ça euh, qui, qui étaient liés aussi au fait que c'était un peu plus challenging. Et après, oui, on a restructuré un petit peu. On essaie quand même, on n'a pas, on n'a pas gelé complètement sur certaines fonctions. C'est un peu voilà, au cas par cas. Nous, on n'a pas de gros problèmes. On est toujours profitable et tout ça. On n'est pas du tout un business qui crame du cash. En revanche, on a des petits enjeux de trésor parce que enfin, ça, c'est classique des formations. Tu as des financements publics. Toi, tu payes tes profs, tes locaux. Pôle emploi, il te paye dans 6 mois. Bon, Ouais. bah, tu as quand même des enjeux de C'est BFR. pareil dans le recrutement. C'est Voilà. pareil Donc, dans le monde du recrutement, ouais. c'est plus au niveau trésor. Et du coup, là, on a mis en place un GCAP. On commence à piloter notre trésor pour faire des petits arbitrages. Parce qu'en fait, et ça, j'ai découvert ce que c'était le cash management. En fait, je déconne un peu avec ça, mais j'avais un ami. Qui lançait un SaaS et qui avait levé donc un SaaS avec des métriques très lisibles qui sont toujours les mêmes. Tu sais, ton rapport à tes investisseurs, c'est 10 bullet points sur tu vois, ton MRR et je sais pas quoi. C'est un peu toujours les mêmes trucs, ton churn. Et il me disait, mais en fait, ça sert à quoi un CFO? Un CFO, c'est un comptable, hein. Enfin, et donc, et je dis, mais non, moi qui vois ce que c'est des business plus classiques, peut-être plus proche d'une grosse PME, où tu as une complexité de produits, d'équipes, tu as des arbitrages financiers, tu as de la gestion de cash. En fait, un CFO, c'est un job de hyper clé, quoi. Mais c'est vrai que quand tu es dans un truc où soit tu es en mode VC, je crame du cash, j'ai des métriques très claires, soit tu es super rentable, bah, ça donne des trucs où C'est pas le problème numéro il y a une un. incompréhension peut-être dans la sphère tech, surtout dans ce monde du SaaS, de ce que c'est qu'un
qu'un CFO. Et là, en ce moment, avec toutes les boîtes qui restructurent, qui ont des enjeux de trésor, je pense que le CFO, c'est une des personnes. Là, clairement, tous les CFO, ils sont fatigués, mais tout le monde a compris ce que c'était et qu'en fait, c'est super stratégique quoi, d'avoir quelqu'un qui te challenge à la direction financière. L'heure tourne super vite. Je regarde la montre tout à l'heure, il est midi 14, je la recheck maintenant, il est midi 56. Je parle On a beaucoup. peut-être le temps pour encore deux, trois questions. N'hésitez pas si vous en avez. Euh, Moi, là, il y a quand même un truc, enfin, quand même une question que je me pose, c'est toi, ton rôle, qui a quand même, j'imagine, pas mal évolué. Ouais, J'ai perdu mon écouteur. Ton rôle a pas mal évolué. Aujourd'hui, toi, tu fais quoi au wagon? C'est quoi ton job, quoi, au quotidien? ouais. Euh, En fait, avec mon frère, on était très complémentaires. Donc, euh, mon frère gérait pas mal la relation avec finance légale et la relation avec les investisseurs, où il y a beaucoup de reporting financier, etc. à mettre en place, les boards. Donc, moi, je suis pas fan de enfin, tout ce qui est relation investisseur. Je trouve que c'est un exercice parfois où il y a du double discours, où je suis peut-être un peu trop direct, et tout ça. Donc, c'est quelque chose que je gère pas forcément bien. Donc, ça, mon frère gère finalement la partie finance légale, la relation aux investisseurs, les boards. Et là, Ouais. tu parlais de restructuration, on a notre ancien directeur du B2B, Clément, qui est parti, qui est DG Airbnb France maintenant. Donc, il a été débauché par Airbnb. Et donc, mon frère a repris la partie B2B, qui est une petite équipe de 15 personnes pour la partie formation entreprise, qui se développe bien, qui est assez séparée du business B2C, même si on utilise des mêmes profs et l'équipe contenu aussi, qui produit les contenus de formation, elle est partagée entre le B2B et le B2C. Euh, Moi, je dirais le B2C. Après, c'est vrai que j'ai une CEO qui est clé, qui s'appelle Virginie, je pense, coche toutes les cases. Et c'est pas facile de gérer une boîte comme le Wagon avec une organisation assez plate dans plein de marchés. Elle fait un super taf là-dessus, donc qui m'épaule. Et ce que j'ai pas mal fait, donc je gère avec Virginie. Et là, on a fait pas mal de petites réorgs. Au début, je gérais le marketing. Ensuite, le marketing est passé sous Munich, qui est notre VP revenu aujourd'hui, qui est sous. Donc, on a eu quand même pas mal de trucs de, OK, le marketing, on le met ici, on le met là, on le resépare. Donc, ça, c'était les 2 dernières années. Pas mal de petites restructurations comme ça de l'orga. Euh, et ce que j'ai pas mal fait aussi les 2 dernières années. Donc, moi, avec Virginie, je m'occupe du B2C, que ça tourne bien. Et d'un point de vue orga et ce qu'on a fait, on a acheté fait une acquisition il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Emile, qui était un acteur de formation français qui faisait des Dans la formations data, non? ouais, dans la data analyse, le no-code, la Ouais, grosse, donc plus orienté business et moins, mais quand même hard skills, mais moins orienté ingénieur ouais. que nous. Et en fait, même si c'était une toute petite boîte, ils avaient un portefeuille de cours et surtout, c'était le backbone, c'était la base. De créer vraiment des équipes contenues. Parce que je te disais, on avait lancé la data science, mais c'était nous qui l'avons fait un peu au forceps, c'était pas scalable comme modèle opérationnel. On avait besoin de créer une vraie équipe contenu et produit qui peut concevoir de nouvelles formations, lancer un pilote, l'itérer vite et de le faire avec une fréquence. Et on le voit avec l'IA qu'en fait, on a besoin d'avoir cette machine, ce moteur. Et donc, j'ai pas mal bossé là-dessus sur intégrer ça, faire grossir des équipes, à la base, on avait une équipe ingénieur qui était prof et qui faisait le content parce qu'en fait, c'était des devs. Ils faisaient eux-mêmes, c'était Eat Your Own Dog Food. Ils faisaient le contenu, Mm. ils l'enseignaient, ils l'itéraient et ils faisaient le développement des plateformes. Mais ça, quand on a commencé à faire de la data analyse, du gros marketing, ça marchait plus. On a dû, voilà. Donc, j'ai fait beaucoup avec ma CEO et l'équipe dirigeante de comment on restructure. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de ça les 2 dernières années. Et maintenant, on est dans une phase où justement, j'ai le temps, comme le modèle est un peu plus calé, même s'il y a des challenges de trésor et donc d'autres challenges, il y a toujours des challenges de toute façon. Ouais. C'est plus ça, c'est ça. J'ai un peu plus le temps de step back et de regarder l'enseignement supérieur, les partenariats écoles, des trucs où je peux avoir de l'impact plus long terme et un peu moins dans le réglage du modèle avec ma CEO. Voilà. Bah, écoute, hyper intéressant. Peut-être petite dernière question pour la route. Tu as trois conseils à donner à un entrepreneur. Euh, toujours des questions un peu. Je pense que c'est très très différent. Enfin, là où j'ai un peu pas de recul, c'est que c'est très différent d'entreprendre aujourd'hui. C'est quand même un contexte hyper hyper différent C'est en clair. termes de
je pense que, enfin, il y a un peu un truc de, moi, plan A, plan B. Moi, quand j'avais lancé le wagon, je me disais pas, ça va être un carton, je vais faire plein d'argent, ou j'avais un peu une passion, un truc. Et je me disais, si ça marche pas, j'aurais appris plein de choses, j'aurais enseigné, j'aurais connecté, j'aurais développé des opportunités business. Et parce que de toute façon, je partais de zéro réseau dans la tech. Donc je pense que ça, c'est un truc de bon sens. C'est pas être que dans ce rêve de je vais lever 10 milliards avec une boîte IA parce que j'ai fait juste une réflexion très business et opportuniste, mais d'être un truc un peu enraciné dans quelque chose qui a du sens pour toi et en étant un peu malin sur OK, si ça marche pas, c'est parce que ça va probablement pas marcher. Il y a très peu de startups qui survivent, d'autant plus actuellement avec un contexte qui est compliqué. Euh, donc voilà, toujours être un peu intelligent dans le sens où voilà, j'aurais quand même développé quelque chose ou, duquel je pourrais tirer de la valeur en fait. Je pense que voilà, c'est un peu moi comment je vois le truc. Et en effet, essayer de. Enfin, moi, j'aimais bien ce que tu disais sur le fait de, avant le lever de fonds, justement, le fait d'être tout le temps connecté au terrain, quoi, d'être tout le temps connecté à tes clients, en l'occurrence tes élèves, Ça, c'est et prendre tes l'enjeu. décisions en fonction de ça, quoi. Tu vois. Et ça, c'est super difficile à maintenir. Tu peux essayer de reconnecter avec tes Mm. clients, shadow tes équipes. Il y a des techniques, mais c'est vrai que à la fin, c'est un peu ce petit reminder sans cesse de attends, te fais pas Ouais, emballer par les financiers, par les invests, tout ça, parce que tu vas faire des mauvaises décisions, quoi. trop cool. Merci beaucoup. Franchement, Boris, c'était hyper riche. J'espère que ça vous a intéressé aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais c'est pas forcément mauvais signe. Ça peut être, ça peut juste vouloir dire que c'était vraiment intéressant. En tout Ça cas, veut juste, merci à si ça veut toi. juste, ça veut juste dire ça, c'est bien. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours, vos feedbacks sur le chat. Et puis, bah écoute, on se recheckera peut-être bientôt. Toi, cet été ressemble à quoi pour toi? Tu veux dire au niveau du travail ou au niveau de mes vacances? Non, je serais pas, au niveau de là où je serais pas mal à Marseille parce que mon associé est là-bas, Seb, et je passe pas le temps là-bas. Et Ok. après, au niveau business, là, je suis beaucoup dans les discussions école hein, parce qu'après, ils seront tous en vacances en août. Donc là, je vais essayer de mettre un En petit coup effet, ouais. là-dessus. La France s'arrête de travailler au mois d'août. Exactement. Donc là, je vais un peu rusher là-dessus. On se Yes, croisera bah, sûrement à Marseille. avec grand plaisir. Passe une bonne journée, passez tous une bonne journée. Et puis, la bise et à très bientôt encore. Merci, Boris. Merci tout le monde. Salut. Ciao, ciao.